Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 190. Et dans cette chronique, je vais traiter un petit peu de ce qu'on pourrait appeler du concept aliénatoire de la société du plaisir ou du divertissement, basé sur le concept effectivement du volontariat, ou de ce qui a pu être défini comme étant la société du consentement, définie effectivement par Noam Chomsky. Mais je mettrai l'accent plus précisément sur Michel Clouscar qui, à mon sens, a répondu et a su décortiquer la société de consommation, de ce qu'elle peut avoir de radical dans son concept aliénatoire et de l'imposition du capital. Alors même si effectivement certains traduisent, et à forte raison, le concept généralement emprunté aujourd'hui par le capitalisme ou le libéralisme, voire le marché, donc emprunté à des régimes totalitaires, plus exactement du nazisme. Donc on peut effectivement préciser que les nazis auraient été les premiers à comprendre l'importance de la culture de masse, comme disait Tchakotine dans son livre incontournable Le viol des foules par la propagande politique, quand les démocraties utilisent les armes de la dictature. Alors, pour en revenir à ce cas d'espèce, était le funeste nazisme, ils ont compris l'importance de la culture de masse. Cette culture de masse a été adaptée bien plus tard par les sociétés capitalistes comme un moyen, je dirais, mis à leur disposition pour maintenir les individus dans une certaine forme d'aliénation ou de concept, je dirais, régressif de l'imbécilité. Alors, bien entendu, ils ont créé un monde d'illusions qui, pour parler du nazisme, entraînait un peuple entier au désastre avec sa complicité active. Aujourd'hui, nous sommes entraînés au désastre avec la complicité des peuples, mais le désastre social. En fait, ce résultat n'est que je dirais, la continuation logique, je dirais, de la révolution industrielle. Alors, sans revenir à Hegel ou à Marx, bien que je serais obligé d'une façon incontournable d'en faire la référence dans mon analyse, c'est en Angleterre, le berceau de l'industrialisation, que sont nés le sport et le tourisme avant que les États-Unis ne deviennent le cœur de la culture de masse. Bref, la naissance de la production de masse au début du XXe siècle correspondait, je dirais, à l'émergence d'une consommation dite de masse. Alors en coupant les travailleurs de leur base rurale, en faisant en sorte qu'ils ne soient plus maîtres de leur outil, et bien entendu cela constituait leur principal moyen de subsistance et leur réseau de sociabilité, le capitalisme industriel a obtenu d'une façon définitive leur soumission. Et je dirais même que, sans prétendre à la vérité révélée, cette domestication des travailleurs s'est accompagnée du développement d'une culture de masse. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que le capitalisme n'est pas seulement qu'un moyen de production ou un moyen économique, mais bel et bien aussi, il génère aussi une culture de masse. Alors, pour bien préciser ce qu'on peut essayer de qualifier comme culture de masse, puisque d'autres pourraient dire que je ne définis pas, alors je dirais qu'elle se définit comme un ensemble d'œuvres, d'objets et d'attitudes conçus et fabriqués selon les lois de l'industrie et bien entendu imposés aux humains comme n'importe quelle autre marchandise. Il faut savoir que l'impuissance et la malléabilité des masses
s'accroissent en même temps que les quantités de biens qui leur sont assignés. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à partir du moment où le salariat s'étend à une minorité de la population, à une majorité pardon, de la population, les dominants ne peuvent plus se contenter, je dirais, uniquement des rapports de force à l'état brut. Et à ceci, je dirais, toujours nécessaire, en dernier recours, s'ajouter à la fabrication du consentement. Il faut que, bien entendu, l'individu ou l'homme-masse constitue effectivement, je dirais, un volontariat, donc ce qu'on lui impose. Alors au cours du XXe siècle, les modes de vie se sont, je dirais, uniformisés et l'imaginaire de la société de consommation s'est répandu, je dirais, sur toute la planète. Dans un même mouvement, le capitalisme déchante le monde, détruit toute forme, je dirais, d'autonomie et d'authenticité, tout en favorisant les intérêts d'une minorité. Et la culture de masse est un élément essentiel de la reproduction de la société dominante. Alors, le divertissement, je dirais, a pris de telles proportions qu'il menace les racines anthropologiques d'une civilisation. Certains l'ont constaté par la disparité, effectivement, de la conception régalienne de l'État, pour ce qu'il en est dans les institutions, le service public, le recul, je dirais, des avancées sociales, et également, pour d'autres, la fin de certaines croyances traditionnelles. Alors, la lutte contre le divertissement n'est pas marginale ou périphérique. Debord en parlait lui-même dans les années 70, dans son fameux ouvrage La société du spectacle. Alors, tout cela, bien entendu, n'est pas périphérique. La lutte, je dirais, de classe ou de contestation culturelle doivent aller, bien entendu, de pair. Alors, pour qu'il y ait, comprenons-nous, et essayons je dirais, de qualifier la chose, pour qu'il y ait culture, il faut une hiérarchisation, une mise en ordre des savoirs. Les écrans sont le contraire de l'éducation, on peut le constater aujourd'hui, bien que certains ont compris qu'on pouvait utiliser l'écran avec, je dirais, une volonté acharnée d'y mettre des données qui permettraient d'éduquer ou d'instruire l'homme-masse. Or, aujourd'hui, on sait pertinemment que les écrans, d'une manière générale, ont tendance plutôt à le divertir, l'abrutir, plutôt que, ma foi, quand je parle dans un cas général, à en faire un homme éduqué. Alors je dirais qu'il n'y a aucun cheminement cohérent, c'est le désordre mental, on peut le constater aujourd'hui. Je dirais que ces écrans permettent la diffusion, non la constitution des savoirs, ce qui est complètement différent. Les activités par exemple de réflexion supposent l'abstraction, donc à un moment donné, l'absence d'image. La pensée prend du temps, alors que l'écran fait vivre dans l'immédiateté, ce qui est complètement différent. C'est la différence entre la lecture. La lecture, par, je dirais, le fait de lire des phrases, force l'individu à développer sa praxis imaginaire. Or, l'écran, par la lecture imagée ou par la visibilité, ne permet pas au cerveau de développer son imagination. Alors, avec la télévision, l'image nous fixe et nous fige. Avec la radio, on peut continuer à bouger, à travailler, ce que l'image ne permet pas. Alors attention, je ne dis pas que c'est négatif, mais simplement c'est un constat général. Regarder par exemple la télé, c'est être immobilisé. La journée, c'est de plus en plus l'œil qui fait l'essentiel. Le corps est peu sollicité, assis au travail, assis dans les transports, bref, assis devant la télévision. Alors, c'est un phénomène nouveau pour l'humanité dont on ne sait quelles seront à long terme les conséquences physiques et neurologiques. Bon, aujourd'hui, on en peut avoir, je dirais, déjà une
petite esquisse des dégâts, mais je pense que nous en sommes qu'au début. Alors, imaginons, faisons une hypothèse, imaginons un extraterrestre qui débarquerait sur Terre et qui verrait le soir, le 20h, des millions de personnes assises devant une source lumineuse, il dirait c'est comme dans une église, nous sommes en présence d'un culte religieux. Le terme de dépendance est imprécis, et il capture l'essence, je dirais, d'un phénomène bien réel. Et le nombre d'heures que les gens passent à regarder la télévision est stupéfiant. Je ne parle même pas des individus qui ont besoin d'allumer leur poste de télé pour donner un fond sonore dans leur demeure, ou également, je dirais, de s'adonner au zapping. Alors, tous les messages d'une émission télé ou d'un film sont retravaillés pour que la lecture soit le plus simple possible, bien entendu, y compris de tous. Je dirais qu'on est en face, je dirais, à un appauvrissement de la communication. Par exemple, lorsque je regarde la télé, ma conscience devient alors celle des instants successifs qui défilent à l'écran. D'où cette capacité à vider l'esprit, à retenir, à capter l'individu. Avec des électrodes, on peut mesurer les ondes électriques produites par le cerveau en activité. Quand il y a baisse, je dirais, d'activité cérébrale, on peut l'identifier grâce à l'émission, je dirais, d'ondes alpha, me semble-t-il. Or, quand on regarde la télé, on constate une baisse d'activité cérébrale. Moi, je vous invite à aller sur des sites spécialisés, vous saurez, je dirais, cela fait froid dans le dos. Alors, l'appareil lui-même nous met dans un état réceptif passif. Les publicitaires disent que le téléspectateur est dans un état réceptif, de quasi-sommeil. Et que eux, bien entendu, les publicitaires fournissent en quelque sorte les rêves. Le message de la télévision est la télévision. Elle devient une fin en soi, et indépendamment de ce qu'on y regarde. La télévision est donc une aliénation au sens marxiste et étymologique du mot. Le fait de se rendre étranger à soi-même et d'être dépossédé finalement de soi, tout comme le capital a su déposséder l'ouvrier de son outil. On aliène, je dirais, on n'aliène jamais mieux autrui qu'en lui rappelant sa liberté. Il ne peut pas y avoir de bonne télévision socialement non aliénante. Mais pour les jeunes, la télé n'a que des aspects positifs. C'est une des raisons pourquoi tous les spécialistes de la télévision, je dirais, les patrons de l'industrie télévisuelle ont compris aussi l'importance d'être sur le net, puisque les jeunes sont beaucoup effectivement sur le web. Alors, un questionnaire sur, je dirais, le modèle de ce fait par les psychiatres pour savoir s'il y a un problème de dépendance a été distribué dans différents lycées, par exemple. Des questions comme combien de temps passez-vous devant Internet ou la télévision? Est-ce que vous vous endormez devant la télévision ou devant votre smartphone ou Internet? Est-ce que des fois vous regardez n'importe quoi? Quels sont finalement au fond les éléments qui vous captent le plus et qui vous intéressent? Et une dernière question, est-ce que vous estimez que vous êtes accro? Alors certains répondaient qu'ils regardaient la télévision, ou étant sur le net, plus de 5 heures par jour, ou des fois au-delà du fait de la présence du smartphone, d'une façon assez confortable que tout individu peut avoir dans les poches ou dans sa main. Et pour la plupart, ils répondaient oui à tout. Donc, effectivement, le vertige que procurent les outils techniques comme la télévision ou le téléphone portable empêche l'individu d'exister par lui-même. Il devient ce que j'appelle une indépendance aliénatoire.
Internet devient par exemple la concrétisation matérielle d'une culture, de ce qu'on pourrait appeler également un ersatz, c'est-à-dire une sous-culture, qui n'est plus comme jadis, fédératrice de collectifs autonomes, maîtres de leurs conditions de vie. Il est à mon sens, je dirais, créateur d'individus atomisés. Un site web reliant des individus sans pratique quotidienne commune ne peut donner lieu qu'à une communauté virtuelle et à une opposition illusoire. Je dirais même que les analystes les plus naïfs fantasment, je dirais, sur l'émergence de la blogsphère comme l'avènement d'un nouvel espace démocratique, alors même que l'enjeu réel qui procure les technocrates, je dirais, est précisément de faire asseoir l'humanité entière devant un écran. Alors le fantasme qui hante la société numérique n'est autre que celui de sa propre finalité, hein. Plus aucune obligation sociale puisque les technologies font écran au sens propre du terme entre les individus. Plus aucune attache à autrui puisque toute relation, je dirais, est susceptible d'être annulée par un simple clic. Le fantasme ultralibéral ne vise rien d'autre que la fin du politique, on peut le constater. C'est dire, quand on parle de la fin du politique, bien entendu, je parle au sens noble du terme, la fin du vivre ensemble, condition même de toute sociabilité, mais aussi de toute lutte émancipatrice. Et le discours contemporain nous fait croire qu'être libre revient à faire ce que l'on veut, quand on veut, indépendamment de toute considération éthique ou politique. Tout au contraire, espérer être libre implique d'avoir conscience de ses chaînes et non de vivre comme si elles n'existaient pas. Bien entendu, je pourrais faire une historiographie de l'histoire de la publicité qui est, à mon sens, relativement récente puisqu'elle découle de l'évolution d'une société industrielle. Alors les premières agences de publicité, je dirais, sans aller trop profondément pour faire en sorte que cette chronique ne dure pas trop longtemps, alors, les premières agences publicité, je dirais, de publicité ou publicitaires apparaissent à la fin du XIXe siècle, lorsque la révolution industrielle vient modifier en profondeur les rapports sociaux. Il faut savoir que la production de masse et le développement de grands centres urbains rendent nécessaire la mise au point de nouvelles techniques pour en fait mettre en relation producteurs et consommateurs. Et ce qui est important, c'est que pour ce qui est en cas d'espèce, par exemple, nous avons bien entendu la multiplication, je dirais, des panneaux, affiches et enseignes, injonction permanente de l'acte d'achat individuel qui permet d'étendre le contrôle social bien au-delà de l'usine. Alors, nous avons effectivement certains manuels qui finalement aujourd'hui n'ont pas pris une ride, il suffit juste de les réadapter. Nous avons des manuels sur le contrôle social, des manuels très connus de Jules Arène, qui est le premier français à écrire un manuel de publicité en 1912, et l'école technique de publicité est créée en 1927, sur l'initiative bien entendu d'annonceurs. Mais je dirais que le véritable bond en avant de la publicité se fait après la Seconde Guerre mondiale, avec l'arrivée dans les foyers de la télévision, grâce, je dirais, au plan Marshall. L'Angleterre, l'Italie et la Suisse autorisent, je dirais, rapidement les diffusions de spots télévisuels ou télévisés en France. Et il faut donc, je dirais, attendre 1968 pour que le gouvernement Pompidou, ancien caissier de chez Rothschild, et bien entendu sous son gouvernement commençait effectivement à se mettre en place le libéralisme libertaire, et petit à petit de détruire la souveraineté nationale, ce gouvernement, prétendant vouloir adapter l'économie française à ses concurrentes européennes, et autorise la diffusion des premiers spots, limités initialement, je dirais à l'époque, à 7 minutes par jour, sur une chaîne encore nationale.
Aujourd'hui, comme l'a rappelé, je dirais Patrick Lelay, le président de TF1, il le dit lui-même, je cite, nos émissions ont pour vocation de rendre disponible le cerveau des spectateurs, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Alors, cela en dit long, effectivement, sur l'état. Alors on n'aliène jamais mieux autrui qu'en lui rappelant sa liberté. Ce que disait Kluskar. Affirmer dans chaque slogan publicitaire la liberté de choix des consommateurs, bien entendu, dans les frontières de ceux qui les ont définis. C'est vouloir faire coïncider une production industrielle décidée à l'avance avec les envies de chacun, quitte à inventer des besoins, même s'ils sont inutiles ou même par trop contraignants. Alors le schéma classique du besoin qui porte vers l'objet s'est renversé. Les objets génèrent des désirs qui à leur tour créent des besoins. Le désir d'objet a pris le pas, je dirais, sur le désir d'être. La publicité est le fleuron le plus abouti de l'arsenal capitaliste de domestication. Plus question de rêver au grand soir, car l'important est de vivre cette vie cool, branchée, vantée par telle marque de chaussures ou de boissons gazeuses. Venue cette idéologie des États-Unis par des penseurs ou des grands capitaines d'industrie, et effectivement, aujourd'hui, définie par l'école de Palo Alto. Alors le discours publicitaire joue constamment sur l'idée de rupture. Or, il ne s'agit pas ici d'une rupture collective avec l'ordre établi, bien entendu, mais d'une rupture individuelle manipulée au sein d'une société en perpétuel mouvement. Tout acte de contestation est transformé en spectacle par la publicité, et par là même, bien entendu, dépolitisé. Les utopies politiques meurent assassinées et remplacées par l'individualisme grégaire de la consommation publicitaire. Penser la contestation anti-publicitaire, c'est donc penser la lutte anticapitaliste. Et on peut le voir aujourd'hui, cela se traduit par, je dirais, l'incapacité des masses à pouvoir s'organiser pour lutter contre les injustices que certains au sommet leur imposent. L'industrie, je dirais même, et la publicité se présupposent réciproquement. Une société qui produit le nécessaire pour vivre n'a bien entendu, je dirais, pas besoin de publicité. La publicité transforme le niveau de vie des gens. Elle les persuade par exemple qu'il vaut mieux acheter des soupes en boîte que les faire soi-même. Ingurgiter, je dirais même, des boissons gazeuses plutôt que de boire de l'eau. Se déplacer en voiture plutôt qu'en vélo. La publicité, finalement, n'est que le bras séculier, le bras armé des intérêts d'une petite oligarchie ayant aujourd'hui plein pouvoir dans le monde de la consommation. Alors la publicité, vecteur de toutes les innovations, apparaît dès lors comme une machine de guerre contre les traditions culturelles d'autonomie populaire. Il en résulte une société où les producteurs ne consomment jamais ce qu'ils produisent, où les consommateurs ne produisent jamais ce qu'ils consomment. Je dirais même qu'il y a une perte totale d'autonomie vis-à-vis du système social. Et ce n'est plus le client qui va sur le marché chercher les biens dont il a besoin auprès des commerçants qu'il a appris à connaître. Ce sont des commerciaux invisibles qui traquent les consommateurs jusqu'à chez eux pour leur inoculer les besoins nécessaires à la reproduction du capital. Même sur le domaine social, on voit un glissement de la fin du service public, dans ce cas d'espèce de la santé, donc, qui se traduit par la mise en avant des cliniques, où le patient n'est plus qu'un client. Encore une fois, nous avons encore, dans ce cas d'espèce, une réalité, je dirais, de l'imposture de la marchandise. Maintenant, il faut que les prolétaires achètent, non plus pour satisfaire ses besoins primaires, mais pour satisfaire les exigences historiques de la machine capitaliste.
Les techniques publicitaires de la grande industrie américaine sont tellement impressionnantes qu'en 1932, Goebbels, le ministre et propagandiste du Reich, donc d'Adolf Hitler, déclarait vouloir employer des méthodes américaines à l'échelle américaine dans sa propagande, puisque c'est lui qui déclara « Un mensonge devient vérité quand il est crié fort et longtemps ». Les gens ne perçoivent que les pubs prises d'une façon isolée, sans, je dirais, voir que l'ensemble forme un discours en réseau qui programme ce que l'on pourrait appeler un mode d'emploi de la vie, ce qu'on pourrait qualifier comme étant le bonheur conforme. Ce bonheur est structuré par l'idéologie de la consommation. La publicité est totalitaire à deux niveaux. Marx l'avait bien compris, Kloskar l'a bien décortiqué et défini dans ses ouvrages, et Guy Debord en a fait, je dirais, une somme, excusez-moi du peu, théologique pour celui qui veut s'intéresser à la société du spectacle. Alors, d'abord, il faut savoir que la publicité, elle coupe tous les espaces et le temps. Elle est omniprésente dans la cité. La publicité est aussi totalitaire dans sa conception de l'être humain. Elle prétend répondre à tous les aspects de l'existence et le bonheur, je dirais, relationnel, l'engagement du citoyen, la dimension, je dirais, spirituelle. Elle est une mainmise sur toutes les valeurs traditionnelles, valeurs pourtant en opposition avec la consommation. Les pubs prônent la révolution tous les matins. Elle prétend occuper tout le champ humain. Qui n'a pas entendu que cette machine à laver ou cet ordinateur est révolutionnaire? Utiliser des termes de conception, je dirais, hautement éthique, est une forme de banalisation du mot afin mieux d'en extirper le sens ou le décomposer. Alors, bien entendu, les discours publicitaires bien rodés ne connaissent pas, je dirais, ne connaissent pas la négativité. Ils sont débarrassés du principe dialectique qui veut qu'au sein de tout discours travaillent des forces antagonistes. En récupérant toutes les formes de discours, la publicité se présente comme le régulateur de toute consommation, qu'elle soit marchande ou non marchande. Je dirais même que le langage publicitaire est donc éminemment politique, il détourne le politique, il finit par le remplacer. Il n'est donc pas surprenant de voir l'imagerie révolutionnaire détournée à des fins mercantiles. J'ai souvent cité dans mes audios précédentes, ou précisément dans mes chroniques précédentes, l'image de Che Guevara ou de Gandhi, où l'iconographie 68 arts sont pillées ou parodiées pour servir les intérêts de la grande distribution, frappées sur des mugs, sur des t-shirts, pour ne citer que ce genre de produits. Et bien entendu, via les intérêts de la grande distribution. Rappelez-vous ce que disait Malcolm X à Alex Haley, quelque temps avant d'être assassiné. Ils me tueront, ils récupéreront mon image et en feront des t-shirts et la vendront. Ces mêmes individus qui auront pour finalité de m'avoir retiré la vie trouveront les moyens de vendre à ma génération future mon effigie estampillée. Et effectivement, nous avions dans les années 80 nombre de grandes distributions qui vendaient aux jeunes noirs des quartiers sensibles aux États-Unis des casquettes, excusez-moi, ou des t-shirts estampillés X, Malcolm X. Donc vous voyez comment le système peut même utiliser ceux qui les combattent à des fins mercantiles pour encore, je dirais, s'attribuer, je dirais, un triomphe financier. Alors ce qui différencie, je dirais, des totalitarismes d'antan, dans le cadre des publicités ou de la publicité, c'est qu'il est moins brutal, beaucoup plus insidieux, plus soft. La publicité cultive ce qu'on pourrait définir comme le désir mimétique. Je
doit désirer ce que l'autre désire. Phénomène de norme. Et on peut le constater aujourd'hui. Quand je prends par exemple dans le cas d'espèce, même autour de moi, je vais prendre ma fille ou je prends mes nièces, elles veulent toutes des iPhones. Car quand on leur propose d'autres téléphones, elles disent non, je préfère ce téléphone-là parce que mes copines l'ont. Il y a une pomme, c'est très sexy, enfin bon, elles ne le disent pas dans ces termes, mais c'est très profilé, c'est très beau, c'est à la fois un bijou, et puis c'est aussi un signe de reconnaissance. Donc, bien entendu, pour en revenir, je dirais, à la télévision et les mass médias de masse contemporains, tout le monde regarde les mêmes choses et tout le monde apprend à désirer ou pire encore percevoir les mêmes facettes du monde moderne, de l'image qu'on leur a imposée d'une façon répétitive. Alors privés de singularité, les individus cherchent à se singulariser par les artefacts que leur propose le marché. Je dirais même que l'individu devenu segment de marché, la conscience transformée en un jeu, je dirais, dans les enjeux, on pourrait dire même excusez-moi du peu, en un jeu, je dirais, commercial. Alors les sociétés contemporaines voient s'ouvrir l'horizon d'un monde devenu à la fois rationnellement et pulsionnellement totalitaire, et le système publicitaire divise la société en deux groupes distincts. Alors il faut savoir que entre émetteurs, en premier lieu, actifs, dotés des pouvoirs économiques et politiques, et récepteurs, passifs, chargés de consommer à outrance. Vous savez, un peu le phénomène de sectateur et de spectateur, entre celui qui voit, qui vit sa vie par procuration à travers l'image de l'autre, et celui qui est actif dans cette image, et qui pourtant ne travaille que finalement, au fond, que pour ce que j'appelle un déterminisme économique dont lui-même n'en a pas, je dirais, la responsabilité ou l'importance ou l'impact sur l'outil. Alors comme le disait par exemple Aldous Huxley, le principe de stabilité sociale consiste à faire désirer aux gens ce qu'on a programmé pour eux. C'est exactement ce que fait la publicité, elle nous enferme dans une cage. Une cage ne se partage pas, il faut le savoir. Je prends le cas même en informatique, et ça je l'ai constaté à maintes reprises, quand un individu utilise Windows, un système d'exploitation qui leur permet ensuite d'utiliser une multitude d'outils pour aller sur Internet, ce Windows ne peut pas être installé sur un autre PC, car Microsoft n'aime pas les amis. C'est une des raisons pourquoi il y a des alternatives comme Linux, qu'on pourrait qualifier comme étant le free software, c'est-à-dire le logiciel libre, qui lui par contre permet le partage. Mais comme les outils qui ont été mis en place par Microsoft, et Dieu sait que l'argent qu'ils possèdent en cadre de publicité et bien entendu les marchés de monopole qu'ils possèdent sur les différents PC, Windows triomphe toujours. Alors, nous sommes exactement, même dans la technologie, nous avons également la présence de toutes ces formes d'aliénation. C'est pour ça que je parle qu'une cage ne se partage pas, mais, je vais choquer les gens, elle se saccage. La lutte anti-pub est bien une lutte à part entière et non une parenthèse entre les luttes sociales sérieuses. Il faut comprendre que les pays comme l'Allemagne de l'Est, ou la RDA, ou même l'URSS l'avaient compris. La publicité n'est qu'une aliénation qui permet à un petit groupe de manipuler l'information et de la vendre de ce qu'elle a de mieux en effaçant toutes ces contraintes ou toutes ces contradictions, voire même, je dirais, toutes ces ambiguïtés et ce qu'elle peut avoir de néfaste. Bien entendu, il faut être honnête, la lutte anti-pub est bien une lutte à part entière et non une parenthèse, je dirais, entre deux luttes sociales sérieuses. Alors, on ne peut pas parler effectivement de cette problématique sans en arriver à l'école de Francfort. Les philosophes de l'école de Francfort, je dirais, qui avaient soutenu que le capitalisme produit des modes de comportement compétitifs dont le sport est le modèle
paradigmatique, je dirais. En septembre 68, par exemple, on a, je dirais, sorti énormément de numéros concernant ce genre d'analyse debordienne, et dont on pouvait lire à l'époque sport, culture et répression. Dans ces travaux, on expliquait que le sport est une structure politique d'encadrement des masses, et on peut le constater aujourd'hui, hélas, et notamment de la jeunesse, moyen de contrôle social, et que je vous renvoie à l'étude du fascisme, où, je dirais, le fascisme a porté à son comble. Alors, bien entendu, on peut aussi faire la critique du Parti communiste qui défendait le sport et qui essayait d'introduire un sport dit socialiste, et même, on pouvait même qualifier la bourgeoisie gaulliste qui souhaitait produire des champions. Et les sports est une superstructure idéologique. Il ne faut pas oublier que, pour parler comme Marx, qui a pour fonction de reproduire les rapports de production, de conformer les gens à la compétition de tous et contre tous, la servilité, l'aliénation et l'acclamation, bien entendu, des héros, le sport a la vertu de dissimuler sous son côté anodin, bon enfant, populiste, ses fonctions politiques, réactionnaires. Le sport est un phénomène de manipulation de masse utilisé par la télévision et la publicité, le discours politique. Aujourd'hui, on sait que le sport vit par le sponsoring et qui est là pour non seulement remplir les caisses, mais permettre à des individus de s'enrichir. Sans compter, bien entendu, la canalisation des masses qui, bien entendu, deviennent des consommateurs. Consommateurs, bien entendu, j'entends bien, de vêtements ou d'étoffes sportives. Alors le sport et la compétition institutionnelle, qui est réglée dans le cadre de fédérations, de clubs, c'est une institution de la compétition généralisée au niveau local, national et international, avec bien entendu ses règlements, ses techniques codifiées, ses contraires bureaucratiques, et même quand on voit un peu l'itinéraire d'un jeune enfant, lorsqu'il a 10 ans et qu'il rentre dans un club, il passe d'échelon, il commence poussin, ensuite benjamin, minime, senior, donc on voit bien effectivement qu'il y a un autre système hiérarchisé, dont je dirais l'objectif est de produire des champions d'État ou des mercenaires entre guillemets sponsorisés. Cela n'a rien à voir avec la possibilité que nous avons de nager, de nous balader dans la nature ou de jouer même au ballon sur la plage, ce qui est complètement différent. La quasi-totalité de la gauche politique pense que le capitalisme a détourné le sport, mais que dans son essence, il serait pur, éducatif et sain. Et je pense que dans cette analyse, il y a une mystification absolue. Les excès du sport sont la nature même du sport. Le sport rouge, je le conçois, était lié à l'appareil d'État soviétique. Le sport travailliste prétendait à faire un sport différent, ouvrier associatif. Et le sport de l'Ouest est un sport avant tout capitaliste, puisque même les joueurs sont achetés des millions et sont sponsorisés par des grandes marques faisant partie effectivement des appareils répressifs du grand capital. Alors, bien entendu, cette analyse malheureusement est une réalité et on ne peut que le déplorer. Maintenant, je pense que effectivement, il est très difficile aujourd'hui de s'écarter. Alors, comment faire au niveau
psychologiques pour essayer de revenir à des éléments plus, je dirais, plus réels et plus sérieux, il faut déjà, je dirais, avoir ces analyses à l'esprit. Bien que nous sommes victimes d'une société, puisque appartenant à un monde, il faut comprendre dans quelle structure et pour qui, inconsciemment ou consciemment, euh, nous faisons en sorte de faire, je dirais, euh, nécessairement développer le système et faire en sorte que les inégalités continuent effectivement à se développer au profit d'une petite oligarchie mondiale. Voilà, ce fut une petite analyse clouscardienne sur la société contemporaine et plus précisément sur le capitalisme et son arme absolue auprès des masses et de l'individualité que sera et que fut la publicité. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique.